Ah, ça va être une vidéo vraiment rapide cette semaine. Mais je vous avoue que ça me soulage un peu parce que j'ai toujours du mal à les éditer. Je passe beaucoup plus de temps à éditer qu'à lire parfois un livre. Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de septembre, notamment que la rentrée s'est bien passée pour tout un chacun et que vous avez encore quelques beaux rayons de soleil en France ou où que vous soyez dans le monde. Voilà. Chez nous au Portugal, le soleil alterne avec la pluie. Si vous avez vu mon dernier vlog où je vous emmenais sur Lisbonne avec mes amis, le week-end dernier était assez pluvieux, mais on a quand même pu faire pas mal de choses. Là on a eu une semaine assez ensoleillée, donc j'espère pouvoir peut-être aller à la plage samedi ou dimanche, voilà, avoir mon emploi du temps, mais c'est l'idée. Alors je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de livres et plus concrètement vous faire mon bilan lecture du mois de septembre. C'est un mois où j'ai vraiment trop peu lu, un petit peu déçue avec moi-même sur le nombre de livres lus, mais j'ai eu beaucoup de mal à lire, donc eh bien c'est comme ça, on fera peut-être mieux en octobre. J'ai un petit peu plus lu des livres qui me donnaient envie. Je vous avoue que je suis toujours bloquée dans Iron Gold, le 4e tome de Red Rising, que j'ai dû commencer il y a 2-3 semaines maintenant et je n'ai toujours pas fini. Aujourd'hui j'ai enfin atteint les 50% et je commence à rentrer un peu plus dans l'histoire. Voilà, je sais pas si je l'aurai le temps pour le finir pour septembre, donc on s'en passera pour cette vidéo. Alors c'est la première fois de toute l'histoire de cette chaîne YouTube, je crois, que je vous sors un bilan aussitôt. D'habitude je le sors première, voire parfois c'est arrivé deuxième semaine du mois qui suit. Là aujourd'hui nous sommes jeudi 27 septembre et je vous filme cette vidéo et j'espère la sortir ce week-end, donc vous l'aurez encore pendant septembre. Alors, le premier livre que j'ai fini en septembre, c'est Deep World de Cal Newport. Et nous sommes ici sur un livre de non-fiction. Je sais que sur cette chaîne vous avez l'habitude de voir de la fiction, mais je lis aussi de la non-fiction et je pensais du coup vous le présenter rapidement, je vous promets. Deep Work de Cal Newport vous parle et vous donne d'ailleurs des astuces pour arriver à se concentrer pleinement sur une tâche, notamment l'écriture par exemple, si vous essayez d'écrire votre prochain roman ou prochaine nouvelle, ou également si vous faites des études et que vous avez à écrire un mémoire. C'est toujours ce genre de tâche où on a besoin d'être vraiment concentré pendant une longue période. Et bien c'est un petit peu difficile à faire dans notre vie moderne du moment parce qu'il y a toujours quelques interruptions entre le téléphone ou alors des collègues qui vous appellent, si vous travaillez notamment dans un open space, bref. Ce livre du coup, Deep Work, a été traduit en français si vous êtes intéressé et vous présente 4 différentes méthodes. Chaque méthode va avoir leurs propres petites astuces pour réussir à être productif dans votre travail et à avoir des champs de concentration dans votre emploi du temps. Voilà. Je vous avoue que j'ai pas forcément appris beaucoup de choses nouvelles dans cet essai, mais ça a plutôt consolidé mes propres réalisations dans mon travail et petites challenge qu'on peut parfois rencontrer pour être assez concentré. Je sais pas pour vous par exemple, mais quand je travaille sur mes vidéos, notamment quand je fais le montage des vidéos, c'est toujours un travail un petit peu lent, un petit peu pas forcément répétitif, mais qui demande pas mal de concentration de ma part pour savoir où est-ce que j'en suis. Voilà, c'est un petit peu tedious. Et j'ai plutôt tendance à me laisser distraire par oh tel booktuber a sorti une vidéo, j'ai envie de la voir, ou quelqu'un a répondu à mon post Instagram, il faut que je commente, donc voilà. On se laisse distraire parfois et du coup une tâche qui aurait pu être rapide est un petit peu plus lente. Donc il y a pas mal de petites astuces si vous vous reconnaissez dans ces moments de distraction. Peut-être que ce livre est pour vous. En anglais, j'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur, je me suis pas ennuyée, il y a plein d'exemples de personnes qu'on connaît, mais aussi de chercheurs ou de businessmen. Bref, si vous aimez la non-fiction et que c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande vivement Deep Work de Cal Newport. Et si vous voulez pas le lire, allez donc sur mon Bookstagram, je vous ai fait un post image où je résume un petit peu ces 4 méthodes et les petites techniques qui nous conseillent.
Voilà. Un autre livre que j'ai lu en septembre, c'est Anonymous de Christina Loren et c'est mon premier livre de ces autrices. Alors oui, je dis autrice au pluriel parce que j'ai appris que Christina Loren était un duo. C'est un roman écrit à 4 mains et franchement, je m'en suis rendu compte aux remerciements, parce que je sais pas si c'est le cas en français, mais les remerciements dans ce livre, elles le font au pluriel, elles disent nous, et je me suis dit c'est bizarre qu'elles disent nous, et du coup je suis allée regarder sur internet, et non, c'était un duo, et j'ai vraiment beaucoup apprécié cet petit élément de surprise parce que je m'en suis absolument pas rendu compte pendant ma lecture. Alors, de quoi ce livre parle? J'ai beaucoup de mal à vous l'expliquer sans trop vous spoiler, mais c'est une romance où nous suivons Olive, une jeune femme à qui la chance ne sourit pas vraiment, jusqu'au jour où, à cause du hasard du destin, elle va partir en voyage et va utiliser la lune de miel de sa sœur Amy. Sauf que ce voyage, elle ne le fait pas seule, elle l'entreprend avec sa némésis qui lui prend la place du mari d'Amy, la sœur d'Olive, et ils partent tous les deux à Hawaï. Olive et Ethan se détestent vraiment. Ils espèrent que malgré le fait qu'ils partagent une suite dans un hôtel, ils vont réussir à passer ces 10 jours de vacances séparés, chacun dans leur coin. Jusqu'au moment où Olive rencontre son nouveau boss dans cet hôtel et doit mentir à son nouveau patron en disant qu'elle est mariée à Ethan. Bref, j'ai essayé de pas trop vous spoiler, donc j'espère que c'est pas très cryptique pour vous, mais j'ai beaucoup aimé cette romance. Nous avons ce trope romance que j'apprécie toujours beaucoup parce que je le trouve très drôle, qui est le fake dating, où Olive et Ethan ont une sorte de enemies to lovers, histoire qui se développe, même si, comme toujours dans ce type de relation, c'est construit sur beaucoup de mauvaise communication et de surinterprétation de la part de certains personnages. J'ai beaucoup apprécié Olive, qui est un personnage avec qui j'ai vraiment pu beaucoup m'identifier. Elle pense toujours au pire scénario, elle est assez pessimiste d'ailleurs, mais elle a quand même cette personnalité assez joviale et la relation qu'elle a avec sa sœur Amy est vraiment super belle à voir. Ce que j'ai bien aimé avec Olive, c'est qu'elle n'a pas peur de dire les choses telles qu'elles sont et elle est super loyale auprès des gens qu'elle aime. Ça, j'ai beaucoup apprécié. En plus de cette romance qui se développe entre Olive et Ethan, on a aussi, surtout vers la fin, une belle intrigue autour de la sœur d'Olive et de son mari. Et je vous avoue que sur les dernières pages, ça m'a bien pris aux tripes. J'étais un petit peu anxieuse de voir comment Amy et Olive allaient dépatouiller cette situation. Et la fin, la manière dont ça s'est fait, franchement j'étais trop heureuse. Limite j'étais allée me faire des popcorn juste pour célébrer et regarder certains personnages être humiliés entre guillemets, mais ces personnages-là l'avaient bien mérité, très sincèrement. Bref, une romance que je vous conseille beaucoup et j'espère qu'ils vont adapter d'ailleurs à la télé. Et puis surtout pour moi, une autrice, enfin duo d'autrices, Christina Loren, que j'ai beaucoup apprécié et donc que j'ai hâte de découvrir dans leurs autres récits. Le deuxième livre que j'ai fini en septembre, alors celui-là, je pense que vous le connaissez, c'est Queen of Shadows de Sarah J. Maas. C'est le tome 4 de la série Throne of Glass de Sarah J. Maas, qui est la série avant ACOTAR et avant Crescent City, normalement la seule série soi-disant terminée, à voir ce que l'autrice va faire avec ses personnages. Je vais essayer de rien vous spoiler, mais je suis vraiment contente de ce tome 4 parce que c'est vrai que je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le tome 1 et 2 étaient assez lents, le tome 3 commençait à bien se développer. Ce tome 4, on a vraiment beaucoup plus d'intrigue, beaucoup plus de personnages, de dynamisme, pas mal de révélations aussi par rapport aux grands vilains de ce monde. Quelques questions, parce qu'on sait maintenant que Sarah J. Maas elle est en train de croiser toutes ces séries, donc quelques questions face à des éléments qu'on aperçoit dans ces récits qui me font parfois penser à Crescent City ou à ACOTAR. Et je vous dis des questions, c'est vraiment des questions. C'est comme elle a annoncé que tout était lié, c'est des points que je cherche plus qu'ils me sautent aux yeux. Donc voilà, ne vous en faites pas, c'est pas flagrant je dirais, c'est plus des petits doutes par-ci par-là. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ouh, est-ce que c'est la même chose que ça, la Crescent City? Voilà, c'est plus comme ça que vraiment quelque chose de flagrant, mais du coup une lecture que j'ai quand même bien appréciée et que je crois que je l'ai lu assez vite ce tome. Il est assez épais, mais je l'ai quand même lu assez vite. Ma seule grosse frustration par rapport à ce tome, c'est les titres. Le tome est séparé en deux parties. Le nom du tome, le titre principal du tome, c'est Queen of Shadows, donc la reine des ombres si je vous le traduis ça.
La première partie, ça s'appelle Lady of Shadows, donc la Dame des Ombres. Et la seconde partie, je sais plus où est-ce qu'elle est, c'est The Queen of Light. Et ça, j'ai trouvé ça assez feignant de la part de Sarah J. Maas, assez facile d'ailleurs, je vous dirais. J'ai pas forcément compris pourquoi on avait deux parties dans ce roman et pas dans les autres. Je trouvais pas qu'il y avait un besoin de faire deux parties, sauf si le livre était censé être divisé en deux, c'est-à-dire on édite ces deux parties, on les publie à différents moments. Voilà, donc ça sera ma petite critique sur le coup. J'ai trouvé ça vraiment facile, un petit peu feignant, et c'est vrai que quand je suis arrivée à cette deuxième partie, ça m'a frustrée. Voilà. Mais si c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à ce livre, je pense que c'était un tome assez convaincant et dans l'ensemble une bonne lecture. Voilà. Alors on arrive à la fin de cette vidéo et je ne vais pas vous présenter un livre cette fois-ci, mais deux livres parce que j'ai fini en septembre la trilogie du Paris des Merveilles et j'ai lu avec Mo ou Books of Anarchy sur Instagram les deux derniers tomes de cette trilogie de Pierre Pével. Si vous ne connaissez pas, le Paris des Merveilles, c'est une trilogie urban fantasy qui se passe dans un Paris quelque peu cyberpunk au XXe siècle, dans le début du XXe siècle, et c'est un Paris un petit peu fabuleux dans lequel on rentre parce que les magiciens, les fées, les gnomes font partie de la population, la magie est présente sur Paris, et d'ailleurs, si on prend un certain métro, on traverse les mondes et on arrive à Ambremer, qui est le monde magique, féerique et surtout le royaume des fées. Avec le Paris des Merveilles, on va se concentrer sur 2-3 personnages dont Griffon, Loki. Loki fait des bêtises, excusez-moi. Donc je disais, avec le Paris des Merveilles, on va se concentrer sur 2-3 personnages, dont Griffon, qui est un magicien du cercle Cyan, assez renommé, qui vit à Paris, et une enchanteresse du nom d'Isabelle de Saint-Gilles, qui va se retrouver bien malgré elle, on va dire. Elle aurait bien voulu éviter cette situation, mais a enquêté sur quelques sombres mystères avec Griffon. Si vous voulez plus d'informations sur cette trilogie, je vous conseille d'aller regarder la vidéo que je vous mets dans le coin que j'ai faite sur le premier tome du Paris des Merveilles, à savoir les enchantements d'Ambremer, où l'univers est mis en place et vous pourrez rencontrer les personnages principaux. Dans ce que je vais vous dire maintenant, ça va plutôt être mon ressenti final sur cette série. Je vais essayer de ne pas vous spoiler le tome 2 et 3, comme ça si vous n'avez pas encore lu cette série, eh bien aucun souci, je ne dirai rien. Alors, même si j'ai beaucoup aimé le premier tome du Paris des Merveilles, je vous avoue qu'avec le tome 2 et 3, j'en suis ressortie un petit peu frustrée et déçue. Voilà, vraiment ces deux émotions. Je m'attendais à avoir une certaine continuité d'intrigue entre chaque tome et ce n'est pas vraiment le cas. Oui, on va avoir le même univers, oui, on retrouve les mêmes personnages, mais chaque tome a vraiment sa propre intrigue, sa propre enquête. Et en fait, vous pourrez lire le tome 3 sans jamais avoir lu le tome 1 et 2. Ça ne dérangera pas forcément à la lecture. Oui, on a un contexte politique qui est intéressant et d'ailleurs les enquêtes de Griffon sont un petit peu liées à ce contexte politique ou vont servir ce contexte politique, mais il est même pas secondaire à l'histoire, il est tertiaire, voire quartaire et encore plus. Il est vraiment en fond pour un petit peu justifier pourquoi est-ce que Griffon se retrouve dans de telles affaires, mais ça s'arrête là. C'est pas forcément plus développé que ça et si vous me suivez sur cette chaîne ou sur Bookstagram depuis quelques temps, vous savez que j'apprécie beaucoup le contexte politique, voire géopolitique derrière une intrigue. Donc ça m'a un petit peu déçue. Ce qui m'a aussi déçue, c'est que les personnages, au fond, sont pas tant développés que ça. On ne voit pas forcément une évolution. Griffon et Isabelle de Saint-Gilles vont se tourner autour, faire des petits chamailleries, les dialogues sont assez humoristiques, il y a une bonne dynamique entre eux, mais d'un tome à l'autre, ils ne changent pas, il n'y a pas de growth, il n'y a pas d'évolution, et ça fait que ce sont des personnages au final qui tombent un petit peu plat. C'est encore plus dommage parce que j'aurais beaucoup apprécié voir une évolution dans la reine Méliane, la reine des fées, ou sa sœur d'ailleurs, et encore une fois, rien, c'est le même personnage d'un tome à l'autre. Donc voilà, déçue sur ça aussi, déçue sur l'univers fantastique qui n'est pas forcément plus développé que ça. On sait que les êtres fantastiques se mélangent à la population lambda des pauvres humains que nous sommes et ça s'arrête là. Apparemment, Ambremer est un royaume des fées mais on doit le voir
rarement, je pense que dans chaque tome on voit en Brumaire une fois pour 2 pages. Donc voilà un petit peu sur mes déceptions. Ma frustration va être sur la fin de la trilogie. Vraiment, sur ce tome, Le Royaume Immobile. Quelle est cette fin? Quelle est cette fin? Même si dans ce tome, Le Royaume Immobile, j'ai trouvé l'intrigue et l'enquête un petit peu plus dynamique que le second tome. Je me souviens plus par rapport au premier tome, mais en tout cas un petit peu plus dynamique que le second tome. Il y avait moins de problèmes de narration à mon goût. Second tome, j'ai eu du mal avec la manière dont c'était narré. Mais le troisième tome, je retrouvais cette plume de Pierre Pével que j'appréciais beaucoup. Je suis en colère avec l'épilogue qu'il nous a fait. J'ai trouvé que c'était un épilogue assez bâclé. Il laisse un petit peu la porte ouverte pour un 4e tome ou un spin-off si jamais l'envie lui prend. Voilà, donc plus qu'une fin, un épilogue très frustrant. Même pas l'épilogue en fait, je viens de relire la fin du dernier chapitre. Bref, une fin frustrante pour moi. Et d'ailleurs je pense que j'aurais mieux pris cette lecture et j'aurais été moins surprise par la manière dont chaque tome s'agence dans cette trilogie si ça ne s'appelait pas Le Paris des Merveilles mais Les Enquêtes de Griffon et Isabelle de Saint-Gilles. Voilà, ça aurait été plus logique je trouve, à mon goût, d'annoncer ça comme Les Enquêtes d'Hercule Poirot d'Agatha Christie. Voilà, c'est tout du coup pour mois juillet. Donc au total j'ai lu 5 livres, je vous disais 4 livres en début de vidéo, mais c'est 5 livres si je compte ma non-fiction. Quelques petites déceptions, une nouvelle autrice que j'ai découverte, que j'ai beaucoup appréciée avec cette petite romance, et puis une série de finis surtout, ce qui me permet de m'approcher un petit peu plus de mon objectif de lecture de 2023. Une de moins, toujours je crois 10 à finir avant décembre. On va y arriver, je croise les doigts. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un mois un petit peu calme niveau lecture pour moi. Mais attendez-vous à ce qu'en octobre, je vous donne un petit peu plus d'avis lecture. J'ai ma palle du Pumpkin Autumn Challenge à finir et je suis assez déterminée pour remporter ce challenge cette fois-ci. Voilà, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie. Comme d'habitude, mettez-moi un petit pouce en l'air et puis surtout, n'hésitez pas à venir dans mes commentaires sous la vidéo me dire vos lectures du mois de septembre et si vous connaissez vous aussi les livres que j'ai déjà lus. D'ailleurs, vous avez lu Christina Lauren. Quelle est la prochaine romance de ce duo que je dois à tout prix découvrir? Je suis assez curieuse de vos retours. Je voulais aussi vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait vraiment chaud au cœur. On a passé la barre des 50 abonnés donc je vous en remercie grandement. J'espère que le contenu que je vous propose jusqu'à présent vous intéresse. Si vous voulez que je vous fasse des retours sur des livres spécifiques, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit en commentaire de mes vidéos ou même directement sur Instagram. Voilà. Et puis ceux qui me regardent mais qui ne sont pas encore abonnés, qu'attendez-vous? Et rejoignez-nous dans nos aventures livresques. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et puis en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!